Adrien. Adrien, bonjour monsieur. Aujourd'hui, vous êtes du syndicat, j'ai vu derrière ici, c'est ce syndicat. La coordination rurale. Coordination rurale. Oui. Et ici, aujourd'hui, c'est déclaré? Oui, tout à fait. C'était prévu pour vous de faire un passage ici avant de demain passer au salon? Tout était déclaré avec la préfecture et tout ça, il n'y a vraiment aucun souci. On a eu toutes les autorisations nécessaires. Vous êtes agriculteur? Oui. Et là, vous demandez encore... qu'est-ce qui s'est passé entre il y a 3 semaines et maintenant? Il ne s'est rien passé. Donc c'est pour ça qu'on réitère toutes les demandes. C'est qu'on veut des prix, on veut une loi Egalim plus équitable, on veut toutes les mêmes choses qu'on réclame. Et des politiques qui s'expriment au micro, ça suffit pas? Il faut comment ça doit se passer? Il faut un calendrier, il faut une ligne de conduite, il faut des lignes directives, des choses d'établies, pas des promesses. Ou des promesses de promesses, ou des simplifications hypothétiques qui n'en ont encore que le nom. Nous, ce qu'on veut, c'est au moins des premiers pas vers des premiers résultats, c'est-à-dire un vrai effort du gouvernement sur nos questions de fond, c'est-à-dire notre rémunération. Vous vouliez qu'il y ait des accords signés, qu'ils s'engagent réellement en fait? Qu'ils s'engagent, qu'ils fassent au moins mine de vouloir avancer sur le sujet. Là, il n'y a rien eu. Rien du tout. À part des déclarations qui n'ont pas été abouties. Et voilà. Donc là, personne n'est content de ce qui s'est vraiment passé. Surtout qu'on élude les vrais problèmes qui est encore une fois notre rémunération. Oui, rémunération. Le Premier ministre s'est exprimé cette semaine. Pour vous, rien. Ça ne change rien? Parce qu'il n'y a pas de choses concrètes. Ouais. C'est bien gentil de vouloir nous dire il faudra peut-être qu'un jour on fera, si vous êtes sage, non. Pour ça je vous pose la question, parce qu'on voit ce qui se dit aussi dans les médias, à la télévision, enfin dans les médias, différents médias, les prises de parole des politiques. Et puis après, pour ce qui vous concerne, voilà, je vous laisse dire ce qui se passe. Il n'y a eu aucune avancée. Les simplifications des normes n'ont encore que le nom, parce qu'il n'y a pas eu de réelle simplification ni de réel effort de le faire. C'est pas assez, et donc on veut maintenir une certaine pression pour qu'ils avancent. Vous avez mis votre tracteur ici, ou vos collègues, ou peut-être vous aussi? Ouais, mon tracteur également. Et demain, cette nuit, je ne sais pas, le tracteur, vous le ramenez au salon ou... On ne peut pas aller au salon, on n'a pas l'autorisation. D'accord, ça dépend, il faut avoir l'autorisation. Certains d'entre vous, vous pouvez peut-être, mais pas vous. Nous, en tout cas, la CR, ici vous ne pouvez pas. Jusqu'à la preuve du contraire, on aura peut-être d'autres autorisations qui vont tomber dans la journée, mais en tout cas, à l'heure actuelle, non. D'accord. Demain, c'est le salon de l'agriculture internationale. Pendant plusieurs jours, vous ne pouvez pas y aller? On peut y aller, mais en tant que visiteur, sans tracteur. D'accord, sans tracteur. Ouais. Le pouvoir a peut-être peur de vos tracteurs, de ce que vous pouvez faire dans Paris. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Après, c'est leur politique. Après, le principal, c'est qu'on se soit exprimé aujourd'hui. Après, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'il y ait la symbolique liée en tracteur. Mais pour vous, il est important de vous faire comprendre des Français qui soient à l'écoute, qui comprennent ce qui se passe. Pour l'instant, il n'y a rien qui bouge. Oui, qu'il n'y a rien qui bouge et que c'est que des petites promesses, des choses comme ça. Le président doit être demain au salon. Il a dit qu'il veut organiser encore de nouveau des grands débats. Alors. Je vous vois directement réagir. Oui, pas besoin de parler. Comme d'habitude, un débat, c'est pas des solutions, c'est pas des lignes de conduite, c'est pas des résultats. Voilà, à moins qu'ils nous fassent un en même temps, mais pour l'instant, on n'a pas eu de en même temps. Ouais. C'est du violon, c'est rien, c'est que dalle. Vous souhaitez le rencontrer vous-même, ou vous passez au salon pour essayer de lui parler, ou voir un petit peu ce qui se passe? Moi, je suis qu'un agriculteur. Vous êtes tous des agriculteurs. Oui, mais disons que j'ai pas prétention à faire autre chose que de revendiquer. Après, je pense que les leviers, ils les connaissent, ils ont fait tous l'ENA, ils savent ce qu'il faut faire pour nous aider. On les carte en main. C'est à eux de se dire tiens, on va changer de politique, on va peut-être arrêter de marcher sur la tête, d'importer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont un bilan carbone désastreux, et saigner nos paysans qui sont... Et en même temps, saigner nos paysans qui sont dans l'impasse. Ce que vous voulez nous dire, c'est favoriser les personnes à l'étranger plutôt que vous. Oui, de toute façon, avec les traités de libre-échange, on a signé un traité de libre-échange avec l'Argentine pour vendre des Volkswagen. En plus, c'est même pas une industrie française. Voilà, chercher l'erreur. Après, il y en a qui vont vous dire, allez chercher le président, puisqu'il a dit qu'il fallait nous le chercher. Allez le chercher, mais est-ce qu'il va nous écouter? Est-ce qu'on va pouvoir s'en approcher? Parce que M. Macron est président de la République. Ouais, le but, c'est pas de la violence. Voilà, et puis, si
n'importe quel homme politique peut venir nous parler et échanger avec nous là. Là, vous allez rester encore plusieurs heures là aujourd'hui là. Alors je sais pas combien de temps, mais quelques temps, notre parcours est à la préfecture de police. S'ils veulent nous rejoindre à l'arrivée et discuter avec nous, n'importe quel homme politique, ministre, il peut venir écouter nos revendications. Vous allez reprendre pour après vous diriger vers le salon ou comment ça se passe ici? Je connais pas assez Paris pour savoir précisément où est-ce qu'on va, mais je sais pas exactement. Je demandais, vous êtes vous-même éleveur, vous êtes Moi, je suis céréalier. Céréalier, d'accord. Et vous êtes pour l'Europe ou... Parce que la PAC, là on en parle, vous ça vous dérange un peu peut-être la PAC Disons que la PAC aurait pu être vertueuse dans le sens où ça aurait pu réguler les marchés et faire augmenter les prix. Ouais. Comme les quotas. Ouais. Ce n'est pas le cas. Ouais. Et c'est surtout que c'est très compliqué. Les normes sont hyper compliquées et j'appelle ça c'est punitif presque et c'est très opaque. Pour vous donner un exemple, la PAC 2027, on a rempli nos dossiers PAC, envoyé nos demandes, nos dossiers à la DDT, alors qu'elle n'était pas encore bouclée. Donc ça veut dire qu'on a envoyé des dossiers entre guillemets à l'aveuglette sur ce qu'on a pu avoir comme info. Et on n'a pas de... C'est après la DDT a posteriori qui nous a téléphoné pendant l'été en disant « Ah bah vous avez fait une erreur là, ah bah machin ». Même pour l'administration, ils ne savaient pas sur quel pied danser. Donc ça n'a... La PAC en l'état actuel des choses n'est pas correcte. Après, nous ce qu'on veut c'est aussi travailler, gagner notre vie, nous toucher les aides PAC, on n'a rien à foutre. Si on est bien payé, enfin si on a un prix pour vendre nos matières premières. C'est en rapport avec une concurrence déloyale, on peut dire ça? Oui, oui, tout à fait. Puis le respect des lois, la loi Egalim est mal faite, donc des choses comme ça. Et puis la loi Egalim ne s'applique pas sur tous les produits. Par exemple, sur les céréales, ça ne s'applique pas sur les céréales. Il faut rappeler ce que c'est que cette loi? La loi Egalim, c'est la loi qui permet de vendre, qui interdit de vendre à perte. Donc, qui est censée garantir au moins le coût de production à l'agriculteur. Pour autant, vous êtes nombreux à vendre à perte. Comment? Vous êtes nombreux à vendre à perte, pour autant. Parce qu'ils arrivent à biaiser. Si les centrales d'achat sont à l'étranger, ils arrivent à passer à côté. Enfin, il y a plein de moyens de passer à côté de cette loi. Vous cultivez quoi comme céréales? Moi, blé, orge, colza. Après, je fais aussi du chanvre. Et dans tout ce que vous cultivez, il y a toujours une concurrence, comme j'ai pu dire, que déloyale? Alors, tous les céréales sont sur le marché commun. Donc, si le prix de la bourse est en dessous de notre coût de production, on n'a que nos yeux pour pleurer. Et ça fait combien de temps que quelque part beaucoup vendent à perte? C'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain? C'est pas arrivé du jour au lendemain, et puis c'est surtout que c'est cyclique en agricole. C'est que par moment, le marché peut bien se passer. Enfin, je parle pour ce que je connais, parce que par rapport je suis céréalier. Par rapport au marché? Par exemple, quand on prend le marché des céréales, c'est en dents de scie. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on a pu vendre du blé à 350 € tonne, qui était un bon prix, et cette année, il est en dessous des 200 €. Ouais, quand on et l'année encore d'avant, il était à 150 €. Ouais. Donc, vous voyez la marge entre 150 € et 350. Donc voilà, c'est que on peut avoir des bonnes années qui bouchent le trou de l'année précédente quand on a de la chance. Enfin, disons que c'est pas assez linéaire et voilà. Après pour les maraîchers tout ça, c'est un peu plus régulé parce que il y a la loi Egalim mais qui n'est pas équitable. Oui. Et après je connais pas assez les filles. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être céréalier? C'est par rapport à la famille ou... Bah oui, j'ai mes parents qui étaient, enfin mon père qui était agriculteur et j'ai voulu prendre le flambeau. Et vos parents, ça faisait un moment déjà qu'ils peut-être dénonçaient tout ça en parlant de famille? Ils dénonçaient, ils savaient que l'agriculture était pas, allait mal. Après, je me suis peut-être un peu entêté, mais j'ai voulu relever le défi. Ouais, ça fait combien de temps? Moi, ça fait 8 ans. Et là, aujourd'hui, là, cette année, enfin, en ce moment, là, c'est de plus en plus difficile. Pour vous, c'est compliqué cette année? Ah bah c'est de plus en plus difficile. Vous pensez que quelque part, après, il peut être impossible de continuer, c'est ça même? Ah bah disons que toujours pareil avec les marchés. Parce que là, je vous ai parlé du prix des céréales, mais il y a nos intrants, par exemple l'engrais. Oui. Qui est passé, qui a suivi la courbe du blé, qui est passé de 350 € à 1000 € tonne. Et qui en plus qui baisse moins vite que les céréales. Donc si vous voulez, il y a un effet ciseau qui peut se passer. Ah oui, d'accord, je comprends. C'est pour ça que quand on parle de bon prix, il faut aussi regarder dans le détail ce qui se passe et précisément quels sont les tenants et les aboutissants. Parce que quand on a acheté
quand on a acheté nos intrants à 1000 € tonne, et que si les cours se cassent la figure, bah là on mange direct. Donc là, l'effet ciseau par exemple cette année, même si on a encore des prix qui pour une année normale auraient été bons, l'effet ciseau est dramatique. Alors moi je parle pour les céréales parce que je connais la chose, mais c'est pareil pour tous les métiers. Les consommables, partout il y a une inflation de dingue. C'est ça qui fait agir beaucoup de personnes, syndiqués ou pas, les agriculteurs par rapport à ça au marché. Oui, parce que tout le monde a eu une inflation. Les matières premières, quand on prend quelqu'un qui fait de la vente directe, ses emballages, ses barquettes de fraises qui ont pris 40%, bah, lui, il ne peut pas le répercuter sur son prix de vente. À un certain niveau, vous en avez qui s'enrichissent, qui jouent sur les marchés pour s'enrichir. Il y a de l'argent qui part quelque part plutôt chez vous. Honnêtement, je pense que c'est la succession des marges qui font que. Après, bon, c'est sûr qu'entre un prix acheté à l'agriculteur et vendu en supermarché, par exemple, on est x4 ou x5, on se demande pourquoi on passe l'argent. Vous-même, vous êtes endetté? Oui, moi, je suis endetté, comme tous les agriculteurs. Oui, tout le monde. On est tous endettés. Et vous dépendez toujours beaucoup autant de la politique agricole commune? Oui, parce que... On est parti aussi à l'Europe, là. Oui, on dépend de la PAC, parce que sans ces aides, on tombe. Ouais. Mais c'est aussi... Que j'essaie de malheureusement, c'est comme ça. Parce que je récupère pas mal d'informations et je me demande, des fois je pose des questions, savoir si vous pouvez être vraiment indépendant. C'est compliqué de ne pas passer par la PAC. Là, à l'heure actuelle, si on nous retire les aides PAC, on tombe. Vous coulez. C'est comme un piège qui s'est refermé sur vous, même si vous avez accepté aussi de... c'est aussi une manière, après c'est un peu cynique, de nous tenir. Ouais. Comme on tient que par les aides, entre guillemets, que par les aides PAC, donc ça nous fait avaler les normes environnementales, ça nous fait avaler tout ça. Après, personne n'est contre faire d'écologie, bien au contraire, mais sauf qu'il faut que ce soit fait avec des gens qui connaissent bien la chose. Et surtout, il faut que ce soit, quand on gagne bien sa vie, ça ne nous dérange pas de faire des... Par exemple, quand on prend l'exemple des jachères, quand on gagne bien sa vie sur 95% de notre ferme, ça ne nous dérange pas de faire 5% de jachères. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous n'êtes pas contre, mais il faut que quelque part vous puissiez continuer, quoi. Bah, disons que voilà, quand ça impacte directement notre marge, par exemple certaines normes environnementales de la PAC, comme semer de ce qu'on appelle des sipans, donc c'est des engrais verts, des plantes après la moisson, c'est un coût à l'hectare. Sauf que comme quand on a des prix de céréales qui baissent, bah, ce coût s'impute directement sur quoi? Sur nos coûts de production, notre marge, et donc bah, on se serre la ceinture pour être dans la loi. C'est un exemple. Après, je ne contredis pas on va dire la pertinence agronomique ou même écologique, mais disons que c'est des normes environnementales qui impactent directement notre revenu. Et c'est ça qui est difficile. Et que, bon, là, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est comme les zones riveraines ou de non-traitement à côté des maisons. Là, en fait, si on n'avait pas la technologie pour... comment m'exprimer? La technologie pour pas qu'il y ait de produits phyto chez les voisins, on l'a déjà, parce que sinon on détruirait les cultures des voisins. Parce que quand c'est deux familles de végétaux différents, on les détruirait. Donc, ça veut dire qu'on l'a, la technologie. Les dérives, il n'y en a pas chez les voisins. Donc, mais comme c'est législatif, on doit les respecter, mais c'est une surface en moins. Moi, par exemple, chez moi, ça fait plus d'1 hectare en moins. Ouais, on vous empêche de faire ce que vous pourriez faire pour aussi vous en sortir quelque part. Bah, ça impacte notre revenu. Mais quand on gagne bien sa vie, on veut bien tout ça. Là, c'est tout juste. est une question d'argent, encore une fois. Quand on gagne sa vie et qu'on arrive à faire de l'écologie qui nous empêche pas de vivre, et en fait, c'est là où le bas blesse, c'est que l'écologie nous coûte cher et on ne peut pas le valoriser. Par exemple, un blé ukrainien qui a été produit sans aucune norme écologique, qui a un coût de production au ras des pâquerettes. Nous, quand tout ça s'empile, on ne peut pas valoriser. Quand on prend l'exemple du coût des engrais ou alors du coût des fameux sipans qu'on aurait pu rajouter à notre coût hectare, comme un artisan quand il calcule ses matériaux. C'est exactement le même principe. On ne peut pas valoriser les normes environnementales. Et c'est pour ça que souvent c'est mal interprété par les gens en disant ils ne veulent pas faire d'écologie. Non, on ne peut pas la valoriser, c'est différent. On ne peut pas rajouter ça à nos coûts de production. Ouais, vous voulez pas produire n'importe quoi pour nourrir n'importe comment les gens non plus. Et puis on n'a pas le droit déjà. Ouais, on a quand même un cadre de loi parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les normes françaises sont les plus propres du monde. Ouais. On a d'un point de vue phyto, d'un point de vue environnemental, on est les meilleurs élèves
On est dans le top 3 des meilleures agricultures point de vue environnemental. Ce que vous attendez, ce que certains attendent aussi, c'est de pouvoir avoir les mêmes normes aussi pour tous ceux qui sont en dehors de France. Bah oui, quand vous achetez une voiture, les normes s'appliquent pour tout le monde, que ce soit une marque coréenne, chinoise, française, allemande. Pourquoi ça marche pas pour l'agroalimentaire? Voilà. Avec des politiques qui promettent, mais pour l'instant vous avez rien vu venir, c'est ça? Ah oui, et puis c'est compliqué. Allez expliquer à un Brésilien qui lui a pas de normes environnementales, qui tout d'un coup il va devoir planter des fleurs pour préserver les insectes et les abeilles, qu'il va falloir qu'il mette 5% de sa surface ou 4%, enfin ça dépend des circonstances, de sa surface non cultivée en jachère. Il va vous rigoler au nez. Là, parce qu'on parle de l'Europe, mais là vous me parlez de l'Amérique latine, oui, c'est aussi mondial. C'est le plus flagrant. Ouais, L'Europe, ouais. On a quand même des normes qui sont voisines, pas tout à fait identiques, parce que la France, chaque pays a le droit de moduler les normes européennes dans une certaine mesure. On l'a bien vu avec le glyphosate par exemple. Certains pays l'ont arrêté, l'ont remis, enfin, choses comme ça. Ou des désherbants qui sont interdits en France, autorisés en Espagne, ou choses comme ça. Tout ça, ils ont un peu le droit dans une certaine mesure, d'adapter les lois. Vous avez des personnes qui sont pour le Frexit et qui vont vous dire voilà, l'Europe c'est terminé, mais là on en a parlé, mais c'est même pas qu'une question d'Europe, c'est mondial en fait. Bah, c'est mondial parce que quand on sacrifie une catégorie de population pour vendre des voitures, cherchez l'erreur. Et clairement, là, quand on entend le discours de l'Allemagne qui tiennent à faire le traité de libre-échange, c'est pour vendre des Volkswagen. Donc ils sacrifient leurs agriculteurs et pas ricocher les agriculteurs européens. C'est des raccourcis, mais l'idée est quand même là. On sacrifie une catégorie de population, la sécurité sanitaire d'un pays, pour vendre des bagnoles. Voilà. Et là, quelle est la solution là, pour vous là, en ce moment là? Il y a des politiques, vous pensez, qui vont réagir pour quand même proposer quelque chose? Peut-être pas forcément tout ce que vous voulez, mais... Pour l'instant, on attend déjà qu'il y en ait qui proposent. Il y en ait qui proposent. Il y en a qui proposent, ouais. Il n'y a pas eu grand-chose. Peut-être des annonces prévues pour le salon, peut-être? Vous n'êtes pas là forcément à croire tout ce qu'on va vous dire. Non, et puis il faut aussi qu'ils proposent des solutions. Et pour l'instant, il n'y a rien de concret de proposer. C'est complexe, hein, comme quelle solution par rapport à une mondialisation? Par rapport à une mondialisation, par rapport à l'Europe, par rapport à plein de choses, surtout quand... Comment réguler le marché, remettre des quotas, mais certains pays européens sont battus bec et ongles pour mettre fin aux quotas, quand on prend l'exemple du lait. Comment faire, je sais pas. Là, vous êtes dans un syndicat. Vous êtes syndiqué là. Oui. Est-ce que la solution c'est de se regrouper là? Parce que je pensais se regrouper entre agriculteurs, mais vous êtes regroupés dans un syndicat. Oui, parce que on a des représentants, on est reconnu vis-à-vis de l'État, on a quand même un statut. Quand on prend l'exemple des Gilets jaunes qui partaient d'un mouvement vertueux et qui s'est essoufflé parce qu'ils n'avaient pas de représentants, ils n'avaient pas de statut. Alors vous me dites les Gilets jaunes, mais pourrez-vous dire, il y en a qui en parlent, mais les syndicats aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont aussi des fois installés en Europe. Oui, des fois ils travaillent aussi avec le gouvernement. Est-ce qu'ils vraiment aboutissent à quelque chose, voilà? Oui, non, moi je parlais juste d'un point de vue statutaire. Oui, on a quand même pignon sur rue. Ouais. Si vous voulez, c'est quand même plus facile de trouver une ligne de conduite et surtout un interlocuteur que pour les Gilets jaunes. Parce qu'il y avait plein de groupes et pas forcément les mêmes revendications et pas une ligne de conduite établie. Je parlais juste par rapport à ça. Oui. J'ai rien contre les Gilets jaunes. Non, je sais bien, mais c'était juste une image qui est frappante d'un mouvement populaire qui n'était pas structuré, qui a fait du bruit et qui n'a pas duré dans la longueur parce qu'ils n'avaient pas de structure en fait. Et un syndicat, ça peut permettre à ça. Alors après, si les syndicats sont vertueux ou pas, on n'en sait rien. Mais pour vous, coordination rurale, pour l'instant, ça se passe bien? Pour moi, c'est ceux qui correspondent plus à ma philosophie. Là, ils sont comme vous, ils n'ont pas obtenu, enfin vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, ça continue quoi. On continue. Et voilà, et on lâche rien. Toujours un exercice de communication pour toujours aussi sensibiliser un maximum de personnes. Hein. Oui, et puis montrer à l'État qu'on peut se mobiliser et qu'on lâchera pas. Et la cotisation, elle est combien, on peut savoir? C'est mensuel? Voilà, précisément, c'est 1 an, c'est tous les ans, mais j'ai pas de... C'est pas trop cher pour vous, forcément? Non, c'est pas trop cher. Je suis pas capable de vous dire... je sais pas si vous savez, mais ma question c'est, est-ce que le responsable de votre coordination syndicale, il va rencontrer peut-être les politiques ce week-end? Il y a quelque chose de prévu pour vous? Vous savez ce qui va se passer? Oui, il doit y avoir quelque chose de prévu. Après, moi je connais que ma région, je connais pas d'autres régions. Je vous ai pas demandé, vous venez de quelle région? Ouais, de Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, pas très loin. Oui, non, on n'est pas loin. Et votre exploitation, elle est grande comment? Moi, pour l'Île-de-France, j'ai une exploitation moyenne, voire petite. C'est combien ça, petite? J'ai 140 hectares. 140 hectares, c'est petit, d'accord.
par rapport à d'autres qui sont beaucoup par plus grands. rapport à d'autres. Hein, mais après, tout est sujet à discussion. Après, je me considère pas comme un groupe évadé. Voilà. Et là, la situation, elle est dramatique pour vous, mais pour comme d'autres. Mais est-ce qu'on voit depuis 10 ans, même beaucoup plus, qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs? Ah oui, parce que les enfants ne veulent pas reprendre parce que c'est trop dur. Aussi, ouais. Il y a vraiment une vraie crise des vocations et puis les parents non plus ne veulent pas pousser leurs enfants à reprendre parce que si c'est pour les mettre dans une situation délicate, ça ne sert à rien. Pour autant, vos terres vous appartiennent. Après, il n'y a pas que le salaire que vous ne pouvez pas vous verser, il y a aussi... Vous êtes endetté, c'est ça? Moi, les terres, je les loue. Hein. Vous les louez? Je suis pas propriétaire des... Oui, vous louez les terres en même temps. Ouais, Oui, il y a plusieurs façons de faire les choses. Ouais, oui, parce qu'en agricole, soit on est propriétaire, ou soit on loue au propriétaire, on donne un fermage annuel. Et ce fermage, voilà, c'est un coût pareil sur les... Ouais, c'est encore plus compliqué pour vous parce que quelque part on dit aussi souvent les agriculteurs possèdent leurs terres, mais c'est pas forcément le cas. Non, c'est pas forcément le cas. Et vous travaillez tout seul pour 140 hectares? Ouais. Vous avez un tracteur, plusieurs tracteurs? Moi j'ai 2 tracteurs qui sont un peu hors d'âge et voilà, c'est tout, c'est parce que je viens de reprendre. Puis le matériel coûte cher. Donc, Ouais. après, voilà, chaque exploitation a un profil différent, a un fonctionnement différent. Il y en a qui fonctionnent en climat, il y en a... Quand vous dites que vous louez vos terres, c'est des propriétaires qui peuvent avoir plusieurs terres dans la région, vous louez à une personne qui peut en louer à d'autres aussi? Souvent c'est de la famille, famille, éloignée, ou alors une tierce personne. Par exemple, oui, moi je loue des terres à des descendants d'un agriculteur qui était notre voisin, qui a arrêté parce qu'il n'y avait pas de... Et puis il n'y avait pas de descendants ou des personnes qui voulaient s'en occuper? Voilà, personne ne voulait s'en occuper, donc on a... C'était à l'époque de mon père, on a repris son exploitation. Donc on loue les terres à cette famille. Voilà le fonctionnement, on n'a pas de groupe agroalimentaire qui achète les terres encore et qui nous les loue à prix d'or. Ouais. On n'a pas encore ce cas de figure-là. Il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de choses qui circulent sur les agriculteurs et donc c'est important de savoir un peu comment ça se passe pour vous. Vraiment. Ouais, les tenants et aboutissants, oui, tout à fait. Je vous remercie Adrien. Il n'y a pas de souci. Je vais voir un petit peu ce que vous faites ici. Là, il y a un petit barbecue qui va s'installer peut-être. Oui, je pense qu'on va manger un petit peu parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait de nuit blanche. Vous êtes arrivé à Paris à quelle heure? On est arrivé. On est parti nous de Seine-et-Marne à 2h30 du matin. Ouais, je suis fatigué là. Et on a dû arriver à... Avec les bouchons, on est arrivé à 7h porte de Saint-Ouen. Saint-Ouen, ouais. Et après... Puis vous, voilà, ici. Voilà. Après, le temps de se regrouper, que les CRS remettent un peu le... On est resté... justement, on a eu un temps d'échange pendant 2 heures avec les Parisiens à côté de Porte Saint-Ouen qui était sympa. Ouais. On a pu discuter vraiment, ils ont posé leurs questions et c'était vraiment très agréable. Forcément, je dis forcément, il y a de plus en plus de personnes qui viennent vous parler parce que ils ont des questions parce qu'ils entendent tout et n'importe quoi. Qui veulent entendre de notre bouche nos problématiques et pourquoi. Donc vous avez l'impression qu'on vous balade politiquement, pour l'instant? Oui, pour l'instant, j'ai l'impression. C'est un gros mot, balader, ouais. Oui, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils jouent la montre. Après, pourquoi, je ne sais pas, mais après, je sais que c'est un travail de longue haleine, mais au moins, des gestes forts, déjà, ça calmerait le jeu. Pour vous, juste pour terminer avec ça, mais une dernière question, pour vous comme pour d'autres, là il y a le salon, mais il n'y a pas que le salon, vous continuez quoi qu'il arrive, c'est pas le salon, c'est terminé, on lâchera jamais, ouais. On lâchera pas. C'est vital. Façon, on se vit avec l'énergie des espoirs. Hein. Ouais. C'est ça où on crève. Ouais, alors bon, je vous laisse deviner ce qu'on va choisir. Hein. Donc, vous allez continuer, ouais. On continuera, on lâchera rien.